Je vous propose aujourd'hui une promenade un petit peu différente de celle que je vous ai proposée dans le passé, puisque nous partons pour le Mexique. Et nous délaissons donc les théâtres euh, européens que nous avons parcourus précédemment. Nous partons pour le Mexique parce que je vais vous proposer de faire un bilan des fouilles archéologiques qui sont menées dans le centre de Mexico depuis une cinquantaine d'années. Ce bilan est extraordinaire, comme on va le voir. On peut considérer que les trouvailles archéologiques qui ont été réalisées là comptent parmi les plus spectaculaires de toutes celles qui ont été faites au XXe siècle. Et faire le bilan aussi parce que en 2024, une exposition au musée du Quai Branly à Paris avait permis précisément de faire le bilan de ces fouilles. Et donc, je vous propose une promenade dans cette exposition du musée du Quai Branly. Donc les fouilles de Mexico, les fouilles du centre-ville de Mexico. Et l'histoire commence en fait le 21 février 1978. Ce jour-là, dans le centre de Mexico, au croisement de la rue du Guatemala et de la rue de l'Argentine, des ouvriers sont au travail sur le réseau de gaz. Et ils font, soudain, et de manière inopinée bien entendu, une trouvaille extraordinaire, celle d'un monolithe, donc un bas-relief constitué d'une seule pierre, un monolithe de 3 mètres de diamètre, on évalue son poids à 8 tonnes, et un monolithe qui représente en fait la déesse de la lune, Coyol Saoki. Alors, je précise tout de suite que je ne parle pas la langue nahuatl, qui était la langue parlée au Mexique au XVe siècle. Cette langue, je ne la connais pas, je ne connais pas sa prononciation, mais cette langue a laissé quelques mots dans notre langue française. Si vous utilisez des mots comme chocolat, tomate ou avocat, dans le sens de légumes, eh bien, vous employez des mots nahuatl. Bref, le monolithe a été découvert en 1978, à un endroit donc très précis, et l'interprétation qui a été faite de cette découverte et de cette sculpture est que l'on avait mis la main, que l'on avait découvert en fait la localisation précise du grand centre sacré, religieux de l'Empire aztèque que les Espagnols avaient découvert au début du XVIe siècle et qui avait été rapidement effacé, détruit. On connaissait l'existence de cette aire sacrée, de ce temple, ce Templo Mayor, comme on dit maintenant. On connaissait son existence puisque des descriptions avaient été faites au XVIe siècle, mais on ne connaissait pas précisément sa localisation. Et ce monolithe, découvert en 1978, a permis de pointer sur la carte exactement cette localisation. Et donc, cela pose évidemment tout de suite un certain nombre de problèmes. D'abord, nous nous situons au cœur de la ville de Mexico, au cœur de la capitale de l'État mexicain, au cœur de la capitale des États-Unis du Mexique. Ce que vous voyez là, c'est la place de la Constitution à Mexico, avec le gigantesque drapeau national qui y est planté en permanence. Et en arrière-plan, vous avez le Palais national, comme on dit, c'est-à-dire la résidence du chef de l'État, la résidence de la présidente de la République, puisque depuis 2024, c'est Mme Sheinbaum qui est présidente du Mexique, élue au suffrage universel pour un mandat de 6 ans. C'est là que la découverte archéologique a été faite. Allait-on engager des fouilles dans le palais présidentiel? Par ailleurs, euh, donc c'est ce qu'on comprenait bien dans l'exposition de Paris en 2024. Par ailleurs, il n'y a pas que la localisation précise, il y a aussi le fait que l'on est au cœur d'une ville, d'une métropole de 20 millions d'habitants. Et c'est donc de l'archéologie urbaine qu'il va falloir mener, ce qui pose des problèmes. Le plus simple, au fond, pour une fouille archéologique, c'est d'avoir un espace libre, un espace inoccupé, un espace vierge, que l'on peut décaper strate par strate, tranquillement, si l'on peut dire, de façon à faire apparaître des structures sous-jacentes. Est-il concevable de décaper 1, 2, 3 hectares au cœur d'une ville de 20 millions d'habitants? Donc il y a des problèmes spécifiques que pose l'archéologie urbaine, et à Mexico, ces problèmes étaient évidemment de toute première grandeur. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que nous sommes à Mexico, que les vestiges archéologiques sont ceux de l'ancien empire aztèque qui fleurissait au XIVe et au XVe siècle, et que cela aussi pose des problèmes. D'abord, un problème de dénomination, un problème de nomenclature aztèque. L'exposition de Paris s'appelait Mexica, et les spécialistes aujourd'hui répugnent à employer le mot aztèque et préfèrent employer le mot Mexica.
Pourquoi? Le mot aztèque était employé à l'époque de l'Empire dont la capitale était Mexico, mais c'est un mot qui désignait en fait quelque chose de mineur dans l'histoire du pays. C'est quelque chose qui était assorti aussi d'une connotation pas très positive. Donc le mot existait mais n'était pas vraiment employé pour désigner le peuple dont il s'agissait, qui se nommait lui-même Mexica. Et le mot aztèque a été employé par certains érudits du 19e siècle. Et ensuite, c'est généralisé, mais on préfère aujourd'hui nommer ces populations anciennes par le nom qu'elles se donnaient elles-mêmes. Donc, les Mexicas, l'Empire Mexica, Mexico, Tenochtitlan, la capitale de l'Empire Mexica. Et donc, c'est de tout cela aussi qu'il est question lorsque l'on parle des fouilles archéologiques menées au centre de Mexico depuis 1978. Et pour comprendre tous ces problèmes, il faut présenter brièvement ce que c'est que Mexico. C'est bien sûr une ville, c'est une ville importante au XIVe au XVe siècle, une des grandes villes du monde en fait. Et c'est une ville qui est située à un endroit tout à fait particulier. Cette ville est située en altitude, sur un haut plateau, à plus de 2000 mètres d'altitude. La ville est encadrée par des montagnes. Elle se situe au centre de l'isthme mésoaméricain, mais vraiment dans une position tout à fait particulière. Et c'est là que s'est installé donc cet empire mexicain, empire aztèque si l'on veut, que l'on voit ici, donc la capitale et les 38 provinces qui ont été constituées. Les structures politiques de cet empire aztèque sont connues depuis le XVIe siècle. Euh, Ce que l'on ne connaissait pas bien avant les fouilles archéologiques, c'était la culture matérielle, c'était les rituels les, euh, dans les activités religieuses, c'était les arts. Tout cela n'était pas connu vraiment, et l'archéologie a apporté des éclairages extrêmement intéressants sur ce point. Mais pour ce qui concerne l'histoire, on pourrait dire politique de l'Empire aztèque, l'archéologie n'apporte pas beaucoup d'informations, mais cela a été connu dans les grandes lignes, disons, depuis le XVIe siècle. Donc un empire organisé, un empire très centralisé sur Tenochtitlan, sur la capitale, Mexico-Tenochtitlan, et une ville donc importante, nombreuse, combien d'habitants, difficile à dire évidemment, enfin une ville quand même importante, installée en altitude sur un lac. Sur un lac endorreique, comme on dit, c'est-à-dire un lac qui n'a pas de débouché sur la mer. Les petites rivières qui coulent dans le secteur se jettent dans le lac et il n'y a pas de débouché sur la mer. Donc, la Candorusse, ce n'est pas un phénomène rare dans le monde, mais c'est la situation à Mexico, donc au XVe siècle. Aujourd'hui, ce lac n'existe quasiment plus, il a été asséché en grande partie. Donc, une ville construite sur un lac, c'est-à-dire construite sur des îlots, sur des pilotis, sur des digues. La comparaison avec Venise a été faite plusieurs fois, une comparaison qui se tient naturellement, hormis le fait que nous ne sommes pas au bord de la mer, évidemment, mais voilà, une ville lacustre installée sur ce lac. Et cette ville installée sur ce lac connaît des particularités spécifique, c'est-à-dire que le sous-sol, eh bien, ce sont les sédiments lacustres qui se sont accumulés au fil du temps. Voilà un croquis qui nous montre la situation actuelle. Donc, en bleuté, nous avons la trace de l'ancien lac et en grisé, nous avons la trace de la ville actuelle, une très grande ville qui excède très nettement le cadre de l'ancien lac. La ville ancienne se situait ici, au cœur de ce qui est aujourd'hui l'agglomération de Mexico, le tout, comme on le voit, à plus de 2000 mètres d'altitude, dans une zone encadrée par des montagnes qui peuvent atteindre 5000, 5500 mètres d'altitude, en particulier ici, la montagne qui fume, le volcan Popocatépetl, qui dépasse les 5400 mètres, et donc qui surplombe la ville de 3400 mètres environ, volcan dont la dernière éruption importante date d'il y a 700 ans environ. Par ailleurs, il y a un réseau de failles sous cette ville. Et donc, le phénomène sismique est très présent à Mexico. Il y a eu un grave tremblement de terre en 1985, d'autres tremblements de terre depuis, et c'est donc un phénomène tout à fait récurrent dans le secteur. Donc, si on combine tout cela, des volcans qui émettent périodiquement des cendres,
qui vont se combiner avec les sédiments lacustres. Les sédiments lacustres, les tremblements de terre, on obtient évidemment un sous-sol très fragile, un sous-sol difficile à utiliser, un sous-sol composé fondamentalement d'argile fine, gorgée d'eau, euh, très compressible. On parle parfois de comportement viscoplastique pour désigner ça, c'est-à-dire que le sous-sol paraît relativement cohérent, mais en fait il ne l'est pas et il peut bouger parfois de manière importante au fil du temps. Si bien que l'on voit d'importants phénomènes de subsidence se produire, c'est-à-dire que le niveau du sol s'affaisse, la ville s'affaisse. La ville s'enfonce en quelque sorte dans le sous-sol. Cela est vrai à l'époque de l'Empire mexicain et les populations se sont adaptées à cette situation en construisant des bâtiments relativement légers et en se dotant de digues, en se dotant de radeaux flottants. Enfin, bref, on s'est adapté au milieu, bien sûr. Cela, anciennement. Lorsque les Espagnols arrivent, ils décident de transformer cette ville en lui donnant une physionomie européenne, en venant construire des bâtiments en dur, des bâtiments lourds. Et on ne doit pas se préoccuper, outre mesure, de l'environnement. Et c'est là que la comparaison avec Venise trouve sa limite, c'est que les Espagnols ne vont rien faire pour protéger le lac. Au contraire, ils vont l'assécher en partie. Si bien que les phénomènes de subsidence s'accentuent au fil du temps. Et au XXe siècle, la ville de Mexico devient une très grande agglomération, l'une des plus grandes agglomérations du monde, hein, près de 20 millions d'habitants. Et donc, on a dû pomper dans les nappes aquifères pour alimenter cette population très nombreuse, ce qui a accentué les phénomènes de subsidence. Il n'est pas rare de voir le sol s'affaisser dans certains quartiers de plusieurs dizaines de centimètres certaines années. Pas tous les ans, mais certaines années. Ce qui fait que l'on voit, et le phénomène est inégal dans la ville, ce qui fait que l'on voit apparaître des pentes, l'on voit apparaître des tensions sur les réseaux électriques, sur les réseaux d'eau, sur les réseaux de gaz, sur le métro, sur le réseau de gaz en effet. Et donc le monolithe de la déesse de la Lune a été découvert en 1978 par des ouvriers travaillant sur le réseau de gaz, hein. C'est tout un symbole évidemment. Construire à Mexico, depuis toujours, mais aujourd'hui particulièrement, c'est difficile. Il faut adopter des méthodes adaptées, il faut se plier, il faut se plier à la nature. On commande à la nature en obéissant d'abord à ses règles, comme disait Bacon, et c'est bien vrai là. Ce qui est vrai de l'architecture urbaine est vrai aussi de l'archéologie urbaine. C'est-à-dire que fouiller, cela consiste à ouvrir le sol, à décaper strate par strate, mais le sol est meuble, le sol n'est pas très cohérent. Si l'on veut fouiller pour poursuivre l'investigation archéologique au pied d'un bâtiment, on risque de fragiliser le bâtiment. Il faut donc employer des méthodes adaptées. Et donc, il a fallu que le- les archéologues adaptent leurs méthodes au contexte et adaptent leurs méthodes aussi, si on peut dire, aux trouvailles qu'ils réalisent. On découvre d'abord un monolithe spectaculaire, mais on va découvrir très vite des structures très importantes, des structures qui sont celles, en fait, du temple majeur, Templo Mayor en espagnol, Huayteocalli en nahuatl, le temple majeur de la religion mexicaine. La décision a été prise très vite de mener des fouilles, on pourrait dire exemplaires, de mener des fouilles extrêmement précises, des fouilles scientifiques, des fouilles modernes et aussi exhaustives que possible. Le tout dans une zone extrêmement particulière. Revoilà ce fameux drapeau des États-Unis du Mexique sur la place de la Constitution, le Palais national, résidence de la présidente de la République, et la cathédrale de l'archevêché de Mexico, la plus ancienne cathédrale bâtie sur le continent américain. La plus ancienne cathédrale d'Amérique est celle qui est construite à Saint-Domingue, en fait, mais dans les Antilles. Et donc, où se situe la zone archéologique quand on voit cela? Donc, voilà la place de la Constitution, le drapeau ici, la cathédrale, le palais présidentiel, et bien voilà la zone archéologique. C'est-à-dire que, comme on va le voir, le monolithe est découvert ici, donc au croisement de la rue de la République du Guatemala avec la rue de la République d'Argentine. Et la zone archéologique, en fait, est très vaste. Elle mesure 1,5 hectare environ, si bien qu'elle s'étend en partie sous la cathédrale et en partie sous le palais présidentiel.
Il a donc fallu adapter les méthodes. Va-t-on démolir une partie de la cathédrale, une partie du palais présidentiel pour fouiller le sous-sol? Non, bien sûr. Donc il a fallu s'adapter. C'est tout cela qui constitue les fouilles de Mexico, donc menées depuis 1978, qui ont permis de découvrir des phénomènes tout à fait impressionnants. On voit là donc un aspect du parc archéologique. On voit donc le temple majeur, le Huayteocalli, le Templo Mayor ici. Il y a d'autres structures qui apparaissent ici, par exemple sous le toit qui a été construit, ce qu'on appelle la Maison des Aigles. Cela, c'est donc une partie de la zone de l'enceinte sacrée qui a été mise au jour, mais cette enceinte sacrée continue vers le sud-ouest sous la cathédrale et continue vers le sud-est sous le palais présidentiel. On a fouillé donc par sondage en grande partie. Et cela a permis de préciser, d'améliorer la connaissance donc de cette grande ville de Mexico Tenochtitlan, capitale de l'Empire mexicain, que l'on voit ici évoquée par un dessin d'artiste, installée sur le lac de Texcoco, au pied des montagnes, en particulier au pied de la montagne qui fume, le volcan Popocatépetl, donc, dont l'altitude dépasse 5400 mètres. C'est donc un bilan de 50 années de fouilles menées à Mexico que je vous convie maintenant. Nous commençons évidemment par faire la constatation suivante. Les résultats des fouilles permettent de donner une vue beaucoup plus précise de d'abord de la ville de Mexico, mais une vue beaucoup plus précise de la civilisation mexicaine, sachant que bien des aspects nous échappaient complètement, comme je disais tout à l'heure, notamment les aspects culturels et cultuels qui ont été évidemment complètement transformés par les découvertes archéologiques. La plus importante de ces découvertes archéologiques, c'est donc la redécouverte du Huayteocalli. Huayteocalli, c'est une expression en nahuatl qui signifie la maison des dieux, la grande maison des dieux, et que l'on rend en espagnol par Templo Mayor, Templo Mayor, ce qui introduit une certaine ambiguïté, parce que l'expression Templo Mayor désigne d'une part le Teocalli, en effet, que l'on voit là, c'est le numéro un sur ce schéma, mais on appelle Templo Mayor aussi l'ensemble de l'enceinte sacrée, l'ensemble de l'ère religieuse qui a été reconnue par des fouilles, reconnue par sondage. On voit ici donc le Théocalie. Ici, c'est la maison des aigles dont on voyait tout à l'heure des substructions sous le toit. Et vous voyez l'immensité de cette zone, 1,5 hectare environ, avec toutes ces constructions qui sont situées pour cette partie sous la cathédrale et pour cette partie sous le palais présidentiel. Donc ce Templo Mayor, c'est une sorte de pyramide, on pourrait dire, qui était connue, puisque des descriptions en avaient été réalisées au XVIe siècle, que d'autre part des dessins antérieurs à l'arrivée des Espagnols pouvaient donner une idée de ce à quoi ressemblait ce Teocalli. Les témoignages des Espagnols arrivant à Mexico ont été relayés ensuite par les témoignages des missionnaires arrivant eux aussi au Mexique. Des missionnaires, on parlera par exemple de Bernardino de Sahagún, des missionnaires qui arrivent parfois 10 ou 20 ans après la conquête et qui ne voient plus un certain nombre de choses. Des bâtiments ont été détruits par exemple. Et donc certains de ces missionnaires se sont livrés à une collecte de témoignages, une collecte d'informations qui sont mises en forme dans les années 1560 et qui nous donnent donc une description de ces bâtiments. Donc on connaissait la description des bâtiments, mais on avait perdu la localisation précise du bâtiment. Voilà donc une vue qui nous montre le sommet du Théocalli, qui est caractérisé par la présence de on pourrait dire, deux chapelles existant simultanément au sommet de la pyramide, des escaliers que l'on gravit pour atteindre le sommet, et puis cette construction devant, il y a en fait deux constructions identiques devant chaque chapelle, c'est ce que l'on appelle un chacmol, c'est-à-dire, on peut dire un billot pour permettre les sacrifices qui sont réalisés au sommet du grand temple, au sommet du Théocalli. Donc c'est bio, donc il faut retenir notamment la présence de cette espèce de vase permettant de recueillir des liquides qui proviennent des victimes sacrificielles.
le sang des victimes sacrificielles, exactement. Alors, ce Temple Mayor a une particularité, c'est que, voilà donc un dessin de restitution de ce bâtiment. On voit bien les deux chapelles côte à côte. Le dessinateur n'a pas cru utile de représenter les deux billots qui pourtant existent, on les voit. Les escaliers, pour tout cela. Donc, on peut aujourd'hui penser que le bâtiment, lorsqu'il était en pleine activité, devait avoir probablement une base de l'ordre de 80 mètres de long, grosso modo carré, hein, 80 mètres de côté, et une hauteur probablement de 45 mètres environ. Donc, un bâtiment quand même de grande taille. Donc, les premières investigations archéologiques ont permis de corroborer, au fond, les descriptions que nous pouvions avoir dans les textes du XVIe siècle, en particulier celui-ci. Donc, un passage de Bernardino de Sahagún, missionnaire franciscain arrivé au Mexique en 1529, donc 10 ans après la conquête, et qui s'est efforcé de rassembler des témoignages de la population mexicaine, témoignages sur l'ancienne société et sur les bâtiments qui existaient. Il nous dit ceci à propos du Teocalli. La plus importante de ces tours, donc lui parle de tours pour désigner euh, le temple. La plus importante de ces tours était au milieu, elle était plus haute que toutes les autres. Elle était dédiée au dieu Huitzilopochtli. Son sommet était divisé de telle sorte qu'elle paraissait se dédoubler. Il y avait donc en haut deux chapelles, chacune étant couverte d'un toit couronné de ses emblèmes ou de ses insignes particuliers. La statue de Huitzilopochtli, le dieu de la guerre, qu'on appelait aussi Ilhuicatl Xoxohuqui, ciel bleu, se trouvait dans la plus importante des deux. Dans l'autre se trouvait la statue du dieu Tlaloc, le dieu de la pluie. Devant chacune d'elles se trouvait une pierre ronde, sorte de gros billot qu'ils appelaient Terkatl, sur lequel ils tuaient ceux qu'ils sacrifiaient en l'honneur de leur dieu. Et depuis cette pierre jusqu'en bas, le sang de ceux qu'ils avaient tués faisait une grande traînée. Et c'est comme cela, et c'était comme cela sur toutes les tours. Toutes ces tours étaient tournées vers l'Occident et l'on y montait par un escalier très étroit et très droit. Donc une description intéressante qui est faite par un personnage, Sahagún, qui n'a pas vu le temple. Lorsque Sahagún est à Mexico, le temple est déjà détruit. Et il nous donne des indications précises. Les deux chapelles. Indique que l'une des chapelles est plus grande que l'autre. La chapelle consacrée à Huitzilopochtli est plus grande que celle consacrée à Tlaloc. Deux tailles différentes. Devant ces chapelles, le billot, Sahagún affirme que les populations mexicaines appelaient le bio Texcatl. Savons-nous que Texcatl désigne le couteau sacrificiel, donc petite erreur de vocabulaire. Et il indique aussi que l'on montait sur ce temple par un escalier très étroit et très droit. Alors, escalier très droit, oui. Un escalier, non, il y en a deux. Et un escalier qui n'est pas très étroit. Alors, les vestiges archéologiques ne sont donc pas du tout incompatibles avec les descriptions des textes anciens, mais ces vestiges archéologiques permettent d'approfondir la connaissance. On a compris, donc avec les fouilles archéologiques, que le bâtiment, le Teocalli, était en fait constitué on pourrait dire, de bâtiments superposés, ce que les archéologues appellent une structure en oignon. C'est-à-dire que un premier Teocalli avait été construit, puis recouvert par un second, lequel avait été ensuite recouvert par un troisième. Donc on voit ici un premier bâtiment, un bâtiment qui vient recouvrir le précédent, et un troisième qui vient recouvrir encore le précédent. Donc les bâtiments successifs n'ont pas pris la place des bâtiments précédents, ils se sont superposés. C'est ce qu'on appelle la structure en oignon. Imaginons un oignon que l'on coupe, le bâtiment a été détruit, hein. Imaginons un oignon que l'on coupe, on voit la structure en oignon, et au centre, ce qui peut éventuellement émerger, c'est la partie la plus ancienne. C'est ce que l'on voyait tout à l'heure. On a pu montrer que la succession de 7 phases de construction du Théocalli, et ce que je vous montrais tout à l'heure, les deux chapelles et le billot, c'est en fait la quatrième phase. Et ici, nous avons les phases plus récentes. Le tout est inscrit dans une chronologie. Ces phases plus récentes, ce sont les phases de la fin du XVe siècle. Cette technique n'est pas sans rappeler la méthode de construction des premières pyramides égyptiennes, notamment de la pyramide à degrés de Saqqara. Avec une précision, c'est que les pyramides égyptiennes en question sont beaucoup plus anciennes que les temples de Mexico, évidemment.
Je rappelle que là, nous avons affaire à une construction du 14e, 15e siècle, alors que les pyramides d'Égypte, pour les plus anciennes pyramides d'Égypte, datent du 23, 24e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a une distance considérable entre les... C'est simplement la similitude des modes de construction, pas du tout ni l'influence, évidemment, ni même la chronologie qui importe. Par ailleurs, on peut aussi remarquer qu'une telle méthode de construction améliore la solidité du bâtiment tout en, dans une certaine mesure, préservant les bâtiments plus anciens, en leur rendant justice en quelque sorte, et en illustrant le fait que la puissance de l'Empire s'accroît au fil du temps, tandis que la taille du temple s'accroît au fil du temps. Voilà donc une maquette du musée de Site qui nous montre le résultat. Donc le bâtiment n'est pas doté de salles intérieures, hein, si on comprend bien. Les cérémonies sont organisées à l'extérieur et pas à l'intérieur. Et donc le bâtiment est une sorte de, on pourrait dire une montagne de pierre au fond, surmontée des deux chapelles. Donc pour les dieux Huitzilopochtli et Tlaloc, on remarque que sur cette maquette, les deux chapelles sont de même taille, alors que Bernardino de Sahagún dit explicitement le contraire. Structure en oignon donc. Euh, Parmi les objets liés à l'histoire du Templo Mayor, cette dalle commémorative, qui en elle-même est tout à fait intéressante, elle a été découverte par hasard au XIXe siècle, à une époque où on ne comprenait pas évidemment ce qui pouvait être écrit sur la stèle, et à une époque où l'on n'a pas fait la relation entre la dalle et la zone sacrée. Il n'y a pas eu de fouilles archéologiques qui ont été menées, et donc cet objet était une sorte de monolithe venu du passé sans qu'on puisse l'interpréter vraiment. Alors, de nos jours, on a un petit peu réfléchi et on met cela en rapport avec le Templo Mayor, donc avec la construction du Teocalli dans l'enceinte sacrée qui est souvent appelée Templo Mayor aussi. On voit que la gravure de la stèle fait apparaître deux registres, un registre supérieur, un registre inférieur. Sur le registre supérieur, on voit deux personnages qui se font face, deux personnages qui sont situés de part et d'autre d'une structure, je prends un dessin d'interprétation pour simplifier un petit peu, une structure qui est difficile à interpréter. Mais l'interprétation qu'on peut donner en lisant aussi ce qui est écrit sur la stèle, c'est qu'il s'agit de deux souverains mexicains, donc de deux empereurs de l'Empire mexicain. Le mot empereur qui est employé pour désigner le souverain pose problème. Dans les langues européennes, empereur a une connotation nettement militaire. L'empereur par excellence, c'est Napoléon. Euh, pour le Mexique ancien, qu'il y ait un lien entre le souverain et la guerre, c'est évidemment, c'est tout à fait clair, mais sa fonction n'est pas principalement une fonction militaire. Donc, le mot empereur pose problème. On peut dire souverain, ou alors utiliser le mot nahuatl, c'est-à-dire le mot Tlatoani. En tout cas, nous avons là deux souverains qui règnent pour l'un donc entre 1480 et 1486 et pour l'autre qui est son successeur entre 1486 et 1502, deux souverains qui sont vêtus richement, qui sont décorés, si l'on peut dire, de plumes d'aigle en particulier, et qui se livrent à une activité tout à fait précise qui consiste à se perforer le lobe de l'oreille avec un poinçon en os. Et pourquoi faire? Eh bien, pour faire couler le sang. C'est un auto-sacrifice, un sacrifice sanglant à la divinité qui est réalisé par le fidèle, et ici par le fidèle par excellence. Un auto-sacrifice qui est ainsi représenté sur cette stèle. Et par ailleurs, la stèle comporte aussi, sur le registre inférieur, on appelle ça en termes techniques un glyphe, c'est-à-dire une sculpture donnant l'indication d'une date. On voit qu'il y a ici 8 cercles et un symbole qui en fait évoque le roseau. Donc c'est la date 8 roseaux. Dans euh, le calendrier des anciens Mexicains était assez complexe, était composé de cycles imbriqués les uns dans les autres, et donc il est assez difficile c'est ennuyeux pour un calendrier, mais il est assez difficile de donner une date précise pour un événement. Cette date de 8 roseaux
on la met généralement en rapport avec l'année 1487. Et donc, il y a sur le Templo Mayor il y a eu une augmentation de la taille du temple et en 1487, on peut rappeler cela, on peut commémorer cela en évoquant les deux souverains qui se sont auto-sacrifiés au moment de la construction, de la reconstruction du temple vers 1487. Euh, en contexte mexicain, donc, les dates ne sont pas précises, alors que en contexte maya, le calendrier maya était peut-être plus logique, plus rationnel. On le comprend mieux peut-être, mais il est courant de donner des dates précises au jour près sur des siècles, hein. C'est tout à fait concevable. En contexte maya, ça ne l'est pas. En contexte aztèque. Euh, et voilà deux pages de ce qu'on appelle des codex. Donc deux pages de codex du XVIe siècle que l'on peut comparer, confronter. C'est surtout cette page-là que j'ai retenue parce qu'on voit évidemment le Templo Mayor avec ses deux chapelles de hauteur inégale, l'une colorée en rouge, l'autre colorée en bleu, l'une dédiée à Huitzilopochtli, l'autre à Tlaloc, les deux escaliers qui ne sont pas forcément étroits mais qui sont raides certainement. Donc ce dessin est une illustration très, très précise du Teocalli figurant au centre de Mexico. Et on retrouve ici la date, hein, les 8 roseaux, donc 1487. Alors, ceci, c'est un codex qui nous montre des dessins réalisés par des érudits mexicains et collectés par des érudits espagnols. Il y a un texte qui est écrit ici en castillan. Donc c'est un codex qui a été réalisé après la conquête. Ici, nous avons un codex, si on compare les deux sources, un codex comparable, qui comporte des dessins mais pas de texte. Pas de texte en espagnol qui aurait été, enfin, sauf peut-être quelques mots qui ont été rajoutés après, mais pas de texte. Donc il est concevable que ce codex, qu'on appelle le codex Borbonicus parce qu'il est conservé à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, donc en France, ce codex Borbonicus a peut-être été réalisé avant la conquête, ou alors immédiatement au moment de la conquête, alors que l'autre codex, Telleriano Remensis, est sans doute plus récent. Alors, les fouilles du Théocalli ont montré aussi une conséquence intéressante de cette méthode de construction en oignon, c'est que sur les escaliers des phases anciennes, eh bien, l'on a déposé des statues, éventuellement des victimes sacrificielles, des statues déposées sur les escaliers avant que ces escaliers ne soient recouverts par les tonnes de pierre qui viennent constituer la couche nouvelle de l'oignon que constitue le théocalli. Ces statues qui sont là ont été bien sûr découvertes ensuite par les archéologues et en voici une. On les appelle porte-étendards parce que les mains sont euh, sculptées de telle façon qu'on peut glisser la hampe d'un drapeau ou d'un étendard. Et cela est interprété comme les frères, ou en tout cas les suivants, de la déesse de la Lune. On rappellera que le monolithe de la déesse de la Lune a été découvert au pied du Grand Théocalli en 1978. Donc les suivants, les frères de la déesse de la Lune qui accompagnent celle-ci au pied du Théocalli. Donc en 1978, on comprend que l'on a mis là le doigt sur le Théocalli, c'est-à-dire le grand temple de la zone sacrée de Mexico-Tenochtitlan. Mais on comprend assez vite, surtout vers 1990, que cette zone sacrée est beaucoup plus étendue qu'on ne pouvait le penser. Elle s'étend sur, en grosso modo, c'est une sorte de quadrilatère d'environ 450 mètres de côté. Euh, et que donc il y a d'autres bâtiments que le Théocalli. On met la main, on met le doigt en 1990 sur le bâtiment qui est là, numéro 5 sur le schéma, qu'on appelle la Maison des Aigles. Alors c'est un bâtiment très différent du Théocalli. Il est de petite taille, il est de faible hauteur. Il est composé de salles juxtaposées. Il y a des colonnes aussi. Et donc, cela crée un univers complètement différent du Théocalli, un univers beaucoup plus refermé, beaucoup plus resserré. Les fouilles ont montré que sur le sol de cette maison des aigles, le sang avait été répandu fréquemment et en grande quantité.
que des offrandes avaient été déposées dans cette maison des aigles. Et naturellement, le terme de maison des aigles fait allusion à la décoration peinte sur les murs des aigles et aux statuettes que l'on a pu découvrir dans le bâtiment. Euh, Certaines de ces statuettes évoquant des chevaliers aigles, donc couverts d'une décoration d'un costume en plumes d'aigle. L'analyse des vestiges archéologiques a permis de comprendre que dans ce bâtiment de taille réduite, eh bien, on avait affaire à un espace rituel euh, qui était organisé autour du souverain, autour du Tlatoani. Et on peut imaginer une retraite spirituelle au moment de l'avènement du souverain. On peut imaginer aussi une veillée funéraire au moment de la mort du souverain, ce qui expliquerait assez bien à la fois la présence des aigles et la présence du sang. Par ailleurs, d'autres statuettes ont été découvertes, notamment celle-ci, qui est une statuette du dieu Mictlantecuhtli, qui est un dieu de l'inframonde, un dieu du monde souterrain, un dieu du monde des morts. Il y a plusieurs dieux des morts, mais celui-ci en est un. Et on voit comment il est représenté, comment cette statuette de céramique le représente. Il est décharné, les organes internes jaillissent de l'abdomen, vous avez le foie et la vésicule biliaire ici. Les mains sont remplacées par, les doigts sont remplacés par des griffes. Le crâne est percé de manière à ce qu'on puisse insérer des mèches de cheveux. Bref, c'est une figuration du dieu Mictlantecuhtli qui vit dans le monde souterrain, dans le monde des morts. Donc, le Théocalli et la Maison des Aigles, deux bâtiments euh, voisins l'un de l'autre, situés dans cet espace sacré découvert et fouillé par les archéologues depuis 50 ans. Les archéologues ont également, évidemment, mis en lumière, en fouillant le site, des milliers d'offrandes. Des milliers d'offrandes qui étaient présentées au Quai Branly dans une salle où on s'était forcé de créer une atmosphère particulière que cette photo rend un peu, je pense. Ces offrandes sont des objets de nature très variée. Les offrandes en question pouvaient être consacrées aux dieux, par exemple au moment de la construction d'un bâtiment. Et donc, dans ce cas-là, elles étaient placées fréquemment dans les fondations. Les offrandes pouvaient être consacrées aux dieux au moment de l'inauguration du bâtiment. Dans ce cas, elles étaient placées, elles étaient enfouies dans le sol à côté du bâtiment. Ou alors, elles pouvaient être aussi consacrées, ces offrandes, au moment de la clôture du bâtiment. On a vu avec les portes-étendards que ceux-ci avaient été allongés sur les escaliers avant que le bâtiment ne soit recouvert par la construction nouvelle. Donc il y a plusieurs types d'offrandes, il y a plusieurs modalités des offrandes, et les archéologues ont donc pu mettre la main sur environ 200, plus de 200 dépôts d'offrandes, plus de 200 dépôts votifs qui sont figurés sur ce schéma par les points rouges. Plus de 200 dans la zone fouillée complètement, et d'autres offrandes probablement dans la zone qui n'a été fouillée que par des sondages sous le palais présidentiel, sous la cathédrale. Donc, entre 1978 et 2024, 209 offrandes, sans compter celles qui ont été découvertes cette année ou l'année précédente, ou celles qui viendraient être découvertes dans l'avenir. À quoi ressemblent ces offrandes? Eh bien, voilà par exemple une offrande, c'est l'offrande 126. On voit qu'il y a un coffre qui a été constitué. Alors, c'est peut-être un coffre en pierre, ça peut être un trou creusé dans le sol. Et dans ce coffre, les offrandes sont déposées de façon extrêmement précise, de façon extrêmement symbolique aussi. C'est pourquoi les archéologues mexicains ont pris la peine de fouiller ces dépôts de façon très précise, de façon très méticuleuse, on pourrait dire. Et c'est ce qui explique que, évidemment, les fouilles ont duré très longtemps. Pour l'offrande 126, comme l'indique la légende, plus de 2 ans ont été nécessaires pour fouiller, c'est-à-dire pour repérer les différents objets, pour les noter, les référencer, les répertorier, de façon à ce que l'on ait une connaissance complète du dépôt une fois que celui-ci aura été ouvert et fouillé. Euh, donc,
ce qu'on appelle offrandes à Mexico, ce sont en fait des dépôts constitués de très nombreux objets. Voilà un autre coffre fouillé, un petit peu plus petit celui-ci, qui est l'offrande 125 et qui comportait aussi de très nombreux objets, avec particularité ici des squelettes d'aigles. Deux squelettes d'aigles royaux avaient été déposés dans ce qui n'est pas un sarcophage, hein, mais dans le dépôt, dans le coffre à dépôt votif. Alors, qu'est-ce qui est déposé dans ces coffres? Donc, on voit quantité d'objets, quantité d'objets qui peuvent être en céramique, qui peuvent être en pierre, qui peuvent être en coquillage, qui peuvent être en métal, en bois, mais des offrandes qui peuvent être aussi des offrandes, on pourrait dire, humaines. Rappelons-nous l'existence de l'auto-sacrifice. On a vu sur la dalle de commémoration tout à l'heure deux souverains mexicains s'auto-sacrifiant. En voici un troisième, c'est le successeur, Moctezuma II, donc l'avant-dernier souverain, qui règne au début XVIe siècle, vous voyez, et qui est en train de s'auto-sacrifier, c'est-à-dire de se percer le torse avec un poinçon, de façon à faire couler le sang, et c'est le sang qui est offert à la divinité. Les offrandes sanglantes peuvent être ainsi offertes à la divinité, et elles laissent une trace que des techniques de fouille très précises peuvent repérer, mais que, naturellement, il faut observer avec beaucoup de soin pour les repérer. Parfois, le l'autosacrifice, c'est une forme de sacrifice humain, si on veut. Mais parfois, le sacrifice humain est un véritable sacrifice humain complet. Et donc, on trouve dans les offrandes des ossements humains. Cela peut être des crânes, cela peut être des ossements, des os du cou, cela peut être des mains ou des pieds, cela peut être même parfois des squelettes complets, des offrandes qui ont été consacrées à la divinité et parfois préparé pour être consacré à la divinité. C'est le cas, par exemple, de ce crâne dont on voit qu'il a été, bon, la victime a été sacrifiée, le crâne a été, comment dirais-je, préparé. On l'a doté Dieu en coquillage et on l'a doté aussi de deux couteaux de sacrifice, insérés dans la bouche et dans les fosses nasales. Alors, ce type d'offrande d'êtres humains des hommes, mais ça peut être des femmes et des enfants aussi. Ce type d'offrande correspond à l'idée suivante. Les dieux ont un rôle particulier à jouer dans la marche du monde et dans la perpétuation du cycle de la vie. Il est donc nécessaire de remercier les dieux périodiquement et de leur donner les moyens, de leur donner la force nécessaire pour continuer leur activité. Il leur faut, si vous voulez, à la fois une offrande de remerciement et en même temps un carburant pour continuer leur activité. C'est à ça que sert le sacrifice humain et notamment le sang qui est déversé en l'honneur des dieux. Donc il y a des mots nahuatl évidemment pour désigner ce type particulier d'offrande. Le mot utilisé, que je ne vais pas m'aventurer à prononcer, signifie paiement, rétribution. Et puis il y a une autre offrande humaine, un autre sacrifice humain possible, où la victime sacrificielle, on l'appellera image de la divinité, est sacrifiée pour en quelque sorte, renaître auprès du Dieu de façon à l'assister, de façon à revivifier l'activité divine. L'exemple typique, ce sont les offrandes au dieu Tlaloc, le dieu de la pluie, à qui on va demander, en cas de sécheresse extrême, à qui on va demander donc de faire tomber la pluie. Donc, des victimes tout à fait précises sont préparées pour cela, et les plus efficaces, si l'on peut dire, ce sont des enfants. Des enfants qu'il faut consacrer à Tlaloc, à qui on demande la pluie. Et pour cela, le mieux est de faire pleurer les enfants. Il faut les brutaliser pour qu'ils pleurent abondamment, et ces larmes qui vont couler deviennent magiquement une métaphore de la pluie. Après quoi, on sacrifie l'enfant pour qu'il renaisse auprès du dieu Tlaloc afin de l'assister dans ses activités. Donc, les sacrifices humains concernent les hommes. Ici, c'est probablement un crâne de guerrier capturé sur le champ de bataille et offert en remerciement à la divinité, des hommes, oui, mais aussi des femmes et même des enfants. Voilà par exemple une offrande très particulière qui est l'offrande numéro 111. C'est une offrande au dieu Huitzilopochtli, qui est un petit peu différente de celle que je viens d'évoquer. C'est une offrande où on voit que l'individu a été déposé donc, dans
un coffre hein, dédié à la divinité, un individu qui avait été paré de divers objets, par exemple des grelots avaient été attachés à ses chevilles. On voit ici un pectoral circulaire euh, en bois qui avait été posé bien sûr sur sa poitrine. Les bras étaient parés de plumes d'épervier. Dans le coffre, on trouvait aussi des sifflets en céramique, par exemple, des couteaux d'obsidienne. On a trouvé aussi une boule de copal. Le copal, c'est une résine végétale, c'est une sorte d'ambre, on pourrait dire. L'ambre, c'est une résine végétale fossile très ancienne. Le copal, c'est une résine végétale en cours de fossilisation, donc moins ancienne. C'est un produit qui est utilisé très, très couramment en Amérique, autrefois, mais dans d'autres parties du monde, il l'est aussi. Dans la tombe de Toutankhamon, par exemple, il y avait des bijoux en copal. Donc, pas beaucoup, mais quelques-uns. Donc notre individu victime sacrificielle de l'offrande 111 se présente ainsi. Si l'on simplifie un petit peu l'interprétation de l'offrande 111 avec un dessin, on pourra remarquer qu'un bouclier en bois avait été attaché au bras gauche de la victime et les analyses de médecine légale, on pourrait dire, qui ont été faites, ont permis de comprendre que la victime en question était un enfant de 5 ans, sacrifié au dieu Huitzilopochtli, et qui avait subi le mode de sacrifice très courant pour les sacrifices humains, qui est la cardiectomie. La cardiectomie, c'est l'ouverture de la cage thoracique avec un couteau en obsidienne ou en silex, et l'extraction du cœur battant, du cœur vivant, avec une grande émission, une grande effusion de sang. Donc cet enfant d'offrande 111 a subi ce sort donc dans la deuxième moitié du XVe siècle. Alors, en dehors des vestiges humains que l'on trouve dans les offrandes, ce que l'on peut trouver, ce sont aussi des objets qui sont réalisés dans des matériaux provenant d'un petit peu partout dans l'Empire mexicain. Ça peut être par exemple des objets en obsidienne. L'obsidienne, c'est une sorte de verre volcanique non cristallisé. Si le verre volcanique est cristallisé, c'est de l'olivine. Donc là, c'est de l'obsidienne. C'est un matériau noir, très sombre, très brillant aussi, très froid aux yeux des Mexicains, très nocturne pour eux, et qui était utilisé pour reproduire éventuellement des bijoux, mais surtout des lames de couteau, des pointes d'armes, et donc un matériau très 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 coupant et très très utile de ce point de vue. Ou bien alors, on pouvait trouver le silex qui servait aussi à fabriquer des lames de couteau, mais le silex est considéré plutôt comme un matériau apparenté au feu et à la chaleur. On pouvait trouver aussi dans les coffres à offrande des coquillages, particularité, ces coquillages venant des deux grandes façades maritimes du Mexique, donc la mer des Caraïbes et puis l'océan Pacifique. On pouvait trouver aussi des pierres vertes. Alors, la pierre verte, ça peut être de la serpentine, de la jadéite, par exemple. Des pierres vertes qui étaient très appréciées, puisque la pierre verte symbolise la vie, symbolise l'eau, symbolise la fertilité. Et on trouvait d'autre part ce que vous voyez là, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des objets culturels, des masques symbolisant le visage humain, de grande taille ou de taille plus petite, des masques donc symbolisant le visage humain, et particularité celui-ci qui est taillé dans la pierre verte. On voit que ce masque a les yeux légèrement bridés, que la bouche est ouverte et laisse apparaître les incisives. Particularité de ce masque, donc, c'est qu'il est déposé dans une offrande au Templo Mayor à l'époque du souverain Axayacatl, donc disons dans les années 1470. Alors, on le sait parce qu'il y a des inscriptions qui le disent, évidemment. Mais ce masque, en fait, a tous les traits d'un objet de la civilisation Olmec. Un style tout à fait précis qui est celui des sculptures de la civilisation Olmec. Or, la civilisation Olmec fleurissait en Mésoamérique vers 800 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que quand le masque est déposé dans le coffre à offrande, c'est déjà un objet très ancien, 2300 ans, c'est déjà un objet très ancien qui est déposé. Comme si l'on avait voulu
rassembler autour du Templo Mayor, autour des dieux, rassembler des témoignages venant d'un peu partout dans l'Empire et venant d'un peu partout dans la chronologie de l'Empire, si l'on peut dire. Alors, les offrandes en question, on peut aussi les interpréter et les apprécier à travers leur caractère symbolique. Il y a par exemple des offrandes qui sont dédiées aux divinités qui ont quelque chose à voir avec la pluie et la fertilité. Bon, le prototype, c'est le dieu Tlaloc. Tlaloc qui est à la fois un dieu de la pluie et un dieu de la mort. Et l'offrande caractéristique qui est faite à Tlaloc, c'est une jarre en terre cuite, peinte en bleu, ce que l'on voit là, une jarre bleue qui est consacrée à Tlaloc. Alors dans la vitrine de l'exposition de Paris, on avait déposé cette jarre bleue, on l'avait posée dans la vitrine, donc en position verticale. Mais en réalité, dans les coffres à offrandes, les jarres bleues étaient toujours déposées couchées. Elles étaient déposées, si vous voulez, de façon horizontale et pas de façon verticale, parce qu'en fait, on voit là comment Tlaloc utilise la jarre. La jarre, dans le coffre à offrande, est remplie de perles de pierre verte, et cela évoque évidemment les gouttes d'eau qui vont tomber de la jarre une fois que Tlaloc l'aura inclinée. Donc la jarre est posée horizontalement dans le coffre à offrande et elle est consacrée au dieu Tlaloc. Voilà donc une vue rapprochée de cette jarre qui porte en elle-même le masque de Tlaloc. Dieu de la pluie, c'est l'offrande 21. Elle a été déposée dans la zone archéologique du Templo Mayor, vraisemblablement vers 1450. Donc, offrande aux dieux qui ont quelque chose à voir avec la fertilité, avec la pluie. Et puis également des offrandes aux dieux qui ont quelque chose à voir avec la guerre, avec le soleil. Ce sera le cas des offrandes animales, bien souvent. Alors, des animaux qui ont plusieurs particularités. Ce ne sont pas des animaux domestiques, ce ne sont pas des animaux comestibles, si l'on peut dire. Ce sont des animaux sauvages, autrement dit. Donc il faut s'imaginer que des animaux sauvages étaient capturés, rassemblés à Mexico en attendant le sacrifice. Il faut donc imaginer qu'il y a à Mexico des espèces de vivariums euh, où l'on abrite les futures victimes sacrificielles, qui peuvent être par exemple des faucons. Ici on a donc un faucon consacré à Huitzilopochtli, un faucon préparé, un faucon décoré d'un pectoral rond en or ici, ou bien alors décoré de feuilles d'or, comme on le voit. C'est une utilisation très particulière de l'or. Les conquistadors, lorsqu'ils sont arrivés au Mexique, étaient à la recherche de l'or. Ils ont été très déçus de ne pas en trouver, de ne pas en trouver beaucoup. Au Mexique, il y a de l'argent, il n'y a pas d'or, l'or est au Pérou. Et donc, comment les Mexicains utilisaient-ils l'or? Donc, peu d'or, et toujours utilisé de la même façon, de petites feuilles d'or, de toutes petites décorations, de petits objets consacrés aux dieux. 50 ans de fouilles du Templo Mayor, 209 offrandes fouillées, des dizaines d'objets en or découverts, mais si on additionne le poids de ces objets en or découverts pendant 50 ans, on n'obtient pas 1 kilogramme d'or. 50 ans pour 1000 grammes, c'est très très peu, hein. L'or est rare en Mésoamérique. Et donc le fait que l'on en décore ainsi un faucon, cela augmente évidemment je dirais la valeur de l'offrande consacrée au dieu. Un faucon consacré à Huitzilopochtli, ou alors un loup, donc animal sauvage aussi, un loup avec le pectoral en forme circulaire. L'offrande 111, l'enfant de 5 ans, avait un pectoral en bois, lui, et d'autres bijoux, on peut dire, qui viennent décorer le loup, les pattes du loup, et également le corps du loup. Et ce loup, donc déposé dans le coffre à offrande, la tête tournée vers l'ouest, consacré à Huitzilopochtli, le dieu de la guerre. Voilà un exemple très, très impressionnant des offrandes découverte par les fouilles archéologiques dans la zone sacrée du Templo Mayor, au cœur de Mexico, autour du Templo Mayor à proprement parler, c'est-à-dire le Teocalli, mais aussi auprès des bâtiments voisins, par exemple la Maison des Aigles dont nous avons parlé il y a un instant. Les fouilles archéologiques du Templo Mayor ont radicalement transformé notre compréhension de la civilisation du Mexique ancien parce qu'elles ont apporté des éclairages
sur des aspects qui étaient presque inconnus, donc la culture matérielle, les rites religieux notamment, l'interprétation aussi à faire de ces rites religieux. Et d'autre part, ces fouilles ont permis de rapprocher les objets découverts, les artefacts découverts sur place, des textes historiques qui donnaient un éclairage aussi sur la civilisation de l'ancien Mexique. Et la qualité du travail des archéologues mexicains a permis de dépasser simplement le niveau, si l'on peut dire, de la trouvaille archéologique, et l'on a pu ainsi accéder à une véritable réflexion et une véritable connaissance même de la civilisation mexicaine. Euh, et donc cela commence avec le monolithe découvert en 1978, comme on l'a vu, ce qui permet tout de suite de comprendre que le Templo Mayor est au cœur de la civilisation du Mexique ancien. Ce n'est pas un bâtiment. Enfin, bien sûr, si, c'est un bâtiment. Mais ce n'est pas un bâtiment seulement. Ce n'est pas un bâtiment statique. On a vu que c'est en quelque sorte une construction dynamique. 7 phases d'agrandissement ont pu être repérées en l'espace de, disons, 180 ans. Donc, c'est un bâtiment qui est en agrandissement perpétuel, en quelque sorte. C'est un lieu de culte. C'est un lieu de culte parce qu'il y a en son sommet des chapelles consacrées, ou des autels, si on veut, consacrés à Huitzilopochtli et à Tlaloc. Donc, la chapelle la plus haute, peinte en rouge, la chapelle la plus basse, peinte en bleu. C'est très caractéristique de ce Théocalie. Devant ces chapelles, les billots à sacrifice que le dessinateur n'a pas reproduit, et donc au pied euh, de ces billots, les escaliers qui permettent bien sûr d'atteindre la plateforme supérieure, mais qui permettent aussi au sang des victimes de couler le long de ces escaliers. Parce que ce qui frappe beaucoup quand on s'efforce d'interpréter de façon générale ces trouvailles archéologiques, c'est, on pourrait dire, la fréquence des sacrifices humains. Les archéologues ont mis au jour la structure qui est là, dont le nom est Tsompantli, donc le grand mur de crâne, Tsompantli, qui se situe donc dans la partie sud de la zone sacrée et qui en fait est constitué d'un empilement de crânes de victimes sacrificielles. On a un dessin qui permet de mieux comprendre la structure. On a donc un grand mur de crâne de 36 mètres de long, constitué de tiges de bois sur lesquelles sont enfichés des crânes. Des trous ont été percés dans les crânes de manière à pouvoir embrocher en quelque sorte ces crânes et les disposer sur ce qui ressemble à, on pourrait dire, une étagère ou un mur si l'on veut. Et puis d'autre part, 2 tours ont été constituées, ont été construites, 2 tours composées de crânes soigneusement cimentés, on peut dire. Donc, des milliers de crânes d'hommes, de femmes, d'enfants ont été ainsi utilisés pour construire ce bâtiment du Wade Sompantli. Il y a donc une très grande fréquence des sacrifices humains et on peut considérer que les dieux requéraient que leur soit versé en titre de rétribution le sang des victimes. Les victimes sont sacrifiées sur le théocalli, sur les billots situés devant les 2 chapelles. Ces victimes sont sacrifiées par cardiectomie, donc extraction d'un cœur vivant avec effusion de sang. L'effusion de sang, cela signifie que le sang va couler sur les escaliers. Euh, et ces victimes sont sacrifiées tous les jours. Il y a un approvisionnement nécessaire tous les jours pour les dieux. Alors, pour quelle raison? Eh bien, le temple sert à nourrir les dieux pour assurer la continuité du cycle de vie. Chaque sacrifice répète le mythe fondateur de la cosmogonie mexicaine. Et donc, il faut essayer de prendre une mesure de cette cosmogonie. Le temple n'est pas seulement un bâtiment de pierre, c'est il est fait de mythes incarnés. C'est une montagne, on pourrait dire. Il y a un côté de la montagne, le côté sud,
la montagne du serpent, la partie du temple consacrée à Huitzilopochtli. Et puis, il y a un côté de la montagne, le côté nord, la montagne de la subsistance, c'est le lieu consacré à Tlaloc. Et d'autre part, l'orientation du temple n'est pas laissée au hasard. Lors de l'équinoxe, le soleil se lève exactement entre les deux chapelles, comme si le soleil venait confirmer en quelque sorte l'ordre du monde. Et donc à cet instant, le Théocalie devient une sorte de cadran cosmique. Parce que l'ordre du monde n'est pas un ordre stable. L'ordre ne va pas de soi. Dans la pensée mexicaine, l'univers est né d'un acte de violence créatrice. Au départ, tout n'est qu'eau et obscurité. Et les dieux Quetzalcoatl et Tezcatlipoca interviennent pour instaurer un ordre. Ils interviennent pour établir un axe du monde. Donc on peut représenter cela par un arbre cosmique. On peut représenter cela par l'enchevêtrement de Tezcatlipoca et de Quetzalcoatl. On peut représenter cela comme un axe du monde. Un axe du monde qui met en relation le monde souterrain, les 9 lieux de la mort, l'inframonde, le monde des dieux de la mort, comme par exemple, on a vu tout à l'heure, Mictlantecutli, comme par exemple Tlantecutli, la déesse qui engendre la vie, en fait, dans le monde des morts, et cette déesse qui demande le sang, le carburant de la vie. Et puis, il y a le monde aérien, au-dessus de nous, le monde céleste, le domaine des guerriers. Et entre les deux, sur la Terre, la zone où vivent les hommes, les animaux, les plantes. Et donc il y a un axe qui unit ces trois mondes, un axe qui est réalisé, qui est créé par Quetzalcoatl et Tezcatlipoca, un axe qui est incarné, qui est matérialisé par le Teocalli, par le Huayteocalli de Mexico Tenochtitlan. Donc le temple n'est pas simplement un bâtiment, c'est un bâtiment en genèse permanente et en même temps c'est l'axe du monde. On voit aussi dans la conception du monde des Mexicains, dans leur cosmovision, comme disent les archéologues mexicains, on voit aussi donc un principe fondamental qui est le principe de dualité. Cette petite statuette évoque ce principe de dualité. Elle est en pierre verte et elle représente à gauche un être vivant et à droite, le dieu Tlaloc, le dieu certes de la pluie, mais le dieu de la mort aussi. Un être vivant et le dieu de la mort qui vit dans le monde souterrain. Ainsi, la figure résume le cycle vie-mort. La mort engendre la vie et la vie engendre la mort. Cette figurine oppose deux conceptions, l'une souterraine, la germination, et l'autre céleste, la maturation. L'image divine incarne aussi cette complexité. Les dieux sont invisibles, mais ils sont omniprésents. Ils peuvent se manifester de diverses façons et la relation qu'ils entretiennent avec les hommes, c'est une relation de réciprocité. Les hommes offrent aux divinités des chants, des prières, des offrandes, parfois à leur sein, et les dieux, en retour, maintiennent l'ordre du monde. Et l'image divine même rappelle ce principe de dualité. Voilà par exemple deux images de Quetzalcoatl, deux images du même Dieu, le Dieu principal bien sûr, mais deux images du même Dieu, le serpent à plumes. On le reconnaît à quelques attributs bien précis, comme par exemple les ornements d'oreilles et le pectoral qui évoquent, disons, un escargot. Ornements d'oreilles et pectoral que l'on trouve sur cette figurine, mais que l'on va trouver aussi sur celle-ci. Alors évidemment, là, c'est difficile de trouver des oreilles, mais il y a quand même ici le pectoral en forme d'escargot. Donc, qu'est-ce que c'est que Quetzalcoatl? C'est le dieu qui a le plus grand nombre de manifestations, c'est le vent qui apparaît, c'est la planète Vénus, l'étoile du soir et du matin, et sous tous ces aspects, il est reconnaissable par les attributs que l'on voit là. Donc ces statuettes, évidemment, découvertes sur le site du Templo Mayor, évidemment. On voit donc que ces fouilles menées autour du Templo Mayor rappellent l'importance du lieu. Le lieu où se négocie, en quelque sorte, entre les hommes et les dieux, l'équilibre entre la vie et la mort, jour après jour.
La relation entre les hommes et les dieux, c'est une relation réciproque, hein. Les dieux garantissent la perpétuation du cycle de la vie et les hommes doivent, jour après jour, apporter les offrandes nécessaires. Et comme le dit l'un des archéologues de l'équipe du projet Templo Mayor, donc Eduardo Matos Moctezuma, le temple était le cœur de leur monde, un lieu où le temps mythique devenait temps présent à travers le rituel. Donc le Templo Mayor au cœur de la civilisation du Mexique ancien. Les fouilles permettent aussi de porter un regard différent sur les textes historiques que l'on a conservés depuis le XVIe siècle. On a en effet deux séries de textes tout à fait intéressants qui nous donnent le point de vue des Espagnols arrivant au Mexique, le point de vue de Cortés, par exemple, Hernán Cortés, donc le conquistador en chef, si l'on peut dire, arrivant au Mexique en 1519, devant fuir Mexico en 1520, revenant en 1521, donnant une description de ce qu'il a vu, de ce qu'il a fait, d'un côté, et de l'autre côté, les témoignages des anciens Mexicains recueillis par certains missionnaires et mis en forme par eux dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Alors, commence par le, le témoignage de Cortés. Hernán Cortés, donc, c'est un conquistador. Il vient d'Estrémadour. Euh, S'il avait vécu un siècle ou deux auparavant, il aurait été l'un des fers de lance de la Reconquista en Espagne. Et il est le conquérant du Mexique. Et il envoie à l'empereur Charles Quint, qui est roi d'Espagne, il lui envoie une relation, c'est-à-dire une description, un compte-rendu de ce qu'il a fait. Description qu'il intitule, comme vous voyez là l'édition en latin de cette correspondance de Cortés, Récit remarquable de Fernando Cortés sur la Nouvelle-Espagne de la mer Océane. Donc, ce sont des lettres qui ont été envoyées à Charles Quint, dans lesquelles Cortés décrit ce qu'il voit et décrit ce qu'il fait aussi. Il est très intéressant de voir comment Cortés présente Mexico et le temple. Le texte publié à Nuremberg, donc qui est l'édition publique, si l'on peut dire, de la relation Cortés, ce texte est orné, ce texte est illustré, par exemple, de ces documents, qui sont de cartes, montrant donc la ville de Mexico sur le lac de Texcoco, avec au centre le temple. Donc le texte est en latin. Le mot employé par Cortés en latin, c'est le mot templum. Mais le mot employé dans le texte original, qui est en castillan, ce mot, c'est le mot mesquita. Et le mot mesquita, cela signifie la mosquée. Autrement dit, simplement en nommant mosquée le temple, Cortés met la civilisation mexicaine du côté des infidèles, du côté de dans une perspective chrétienne, évidemment, du côté des infidèles à éliminer, à convertir au minimum et à éliminer. Et cela se voit donc dans la description qu'il donne du temple. Il en fait euh, une forteresse impressionnante. Il représente, vous voyez, enfin le dessinateur a représenté les degrés de l'escalier. Il en fait une forteresse répugnante. Cortés insiste beaucoup sur les coulées de sang séché. Il insiste sur l'odeur fétide qui émane de ces coulées de sang séché. On voit ici le tzompantli, c'est-à-dire l'étagère à crâne, en quelque sorte, hein. Et donc, le texte de Cortés a souvent été, par la suite, considéré comme exagéré, comme la justification par le colonisateur de la nécessité de détruire, comme une sorte d'auto-justification. Euh, et cela a été un élément important dans ce qu'on appelle souvent la légende noire de l'Espagne. Cortés insiste aussi sur sa propre réaction par rapport à ce qu'il voit à Mexico. Donc, il est horrifié par les flots de sang qui coulent tous les jours sur le temple, et il se présente comme le bon chrétien qui va installer sur le temple des infidèles la croix. En fait, Cortés explique qu'il installe une image de la Vierge Marie. Et donc, sur cette mesquita, que l'on s'efforce de dédiaboliser en quelque sorte avec les symboles chrétiens, l'on va instaurer le nouvel ordre du colonisateur.
Et cela se fait dans la violence, d'où la comparaison du Templo Mayor avec une forteresse. Si l'on considère maintenant une autre source historique, ce sont les documents rassemblés par Bernardino de Sahagún. Donc, c'est un moine franciscain, un missionnaire, qui arrive en Mésoamérique en 1529. C'est un missionnaire, et c'est un missionnaire convaincu de la nécessité de réussir dans l'œuvre d'évangélisation. Et la grande idée de Sahagún, c'est que l'on ne peut convertir et évangéliser bien que des populations que l'on comprend bien. Donc, comprendre la civilisation du Mexique ancien, c'est une nécessité pour évangéliser efficacement les populations. Donc il va y avoir chez Bernardino de Sahagún une curiosité véritable pour les affaires des Mexicas. Il va apprendre la langue nahuatl et il va l'apprendre suffisamment pour la parler bien. Il va éduquer les enfants de l'élite mexicaine, si l'on peut dire, en proposant une sorte de pacte. D'un côté, l'éducation en langue castillane, et de l'autre côté, collecter des informations, collecter des renseignements, non pas sur l'histoire politique du Mexique ancien, c'est pas ça le plus important, mais sur la société, sur la culture, sur la civilisation. Il rassemble donc des textes, il rassemble aussi ce que l'on appelle des scribes, c'est-à-dire des personnes qui vont donner un témoignage oral qui sera mis par écrit, ou bien des personnes qui, ayant appris à écrire la langue castillane, vont écrire leur témoignage. Et donc tout cela permet à Sahagún de composer ce que l'on appelle le Codex de Florence. Donc voilà une 2 pages, on voit comment les choses se présentent. Il y a une colonne dans laquelle il y a le texte écrit en langue nahuatl et une colonne dans laquelle il y a le texte écrit en langue castillane. Alors on a remarqué que le texte en castillan n'est pas la traduction littérale du texte en nahuatl, c'est une traduction interprétation, disons. Et d'autre part, le texte, le codex est orné de dessins qui rappellent les anciens codex qu'on voyait tout à l'heure, des dessins qui illustrent certains aspects du texte que l'on peut lire par ailleurs. Et sur ces 2 pages, on voit des dessins qui évoquent le travail de la plumasserie, c'est-à-dire que l'on utilise des plumes d'épervier, des plumes d'aigle, pour composer des vêtements, pour composer des étendards, pour honorer les dieux et pour honorer les guerriers aussi. Donc ici, c'est la partie consacrée au travail de la plume. Mais dans d'autres parties du document, on a une description des sacrifices, par exemple. C'est là que l'on voit le sacrifice d'un être humain sur le billot, que l'on voyait tout à l'heure, devant la chapelle au sommet du Théocalli. Donc, la cardiectomie, l'extraction d'un cœur battant, l'effusion du sang, le sang coulant sur les escaliers, éventuellement ensuite le démembrement du corps. Un autre dessin nous montre les sacrifices d'enfants. On voit ici un enfant étant sacrifié et là un enfant étant apporté au lieu du sacrifice dans une procession. Ce sont des victimes sacrificielles qui ont été préparées pour les dieux, qui vont être offertes aux dieux. Le texte de Sahagún, donc Codex de Florence, pourquoi Codex de Florence? Le texte de Sahagún a été préparé dans les années 1560. C'est un manuscrit qui est prêt en 1570. Bernardino de Sahagún, qui est un missionnaire, mais qui est un moine aussi, dans le clergé régulier, par conséquent, qui est des supérieurs à qui il doit rendre des comptes, euh, Sahagún a été soutenu par ses supérieurs. Il faut évangéliser et l'on évangélise bien ce que l'on comprend bien. Mais Sahagún a été contesté aussi, a été critiqué par ses supérieurs dans le clergé séculier, c'est-à-dire par l'archevêque de Mexico. Et, euh, et donc le raisonnement est suivant. À force d'illustrer la civilisation de l'Ancien Mexique, on la vante, on, euh, on la décrit de manière positive, et comment fait-on alors pour lutter contre le paganisme si on en fait l'éloge? Donc le texte de Sahagún a fini par être censuré, a fini par être séquestré, a fini par être
confisqués. Mais Bernardino Sahagún avait établi deux exemplaires de son texte. L'un a donc été confisqué, séquestré et a disparu. Et l'autre, par tout un parcours, a fini par arriver à Florence, dans la bibliothèque laurentienne, donc à Florence, au milieu du XVIIIe siècle, c'est là qu'il est aujourd'hui, d'où le nom de Codex de Florence. Par la suite, on a procédé à une édition, une traduction donc de ce document, et on trouve aujourd'hui facilement soit la copie avec les dessins sur des sites web, soit le texte tout simplement traduit dans diverses langues. Alors, dans ce Codex de Florence, quelle description donne-t-on du temple et de ce qui s'y passe? Et comment peut-on comparer avec la description que fait Cortès? Chez Cortès, la description est froide et horrifiée. Cortès parle de l'efficacité effrayante du couteau de sacrifice et de la rapidité avec laquelle le sacrificateur extrait le cœur battant. Les scribes de Sahagún parlent au contraire du son des conques marines, ils parlent de la fumée du copal qui monte vers les sanctuaires, ils parlent du chant des prêtres, ils parlent de la parure de plumes des statues, et donc ils en donnent une vision, une restitution sensorielle complètement différente. Pour eux, le temple n'est pas sale de sang séché, il est nourri par le sang nécessaire au fonctionnement de l'univers. Le temple est vu aussi, c'est ce que montrent ces dessins, comme un lieu de trahison. C'est le massacre de Toxcatl, donc en mai 1520. C'est-à-dire, Toxcatl, c'est le nom d'une fête qui est célébrée, et devant le Théocalie, les Espagnols massacrent une partie des participants, massacrent traîtreusement une partie des participants, ce qui suscite une réaction de la population qui chasse les Espagnols. En juin 1520, ce qu'on appelle la Noche Triste, les Espagnols sont obligés de quitter Mexico. Ils y reviennent quelques mois plus tard, en 1521, mais ils en ont été chassés. Donc ce massacre de Toxcatl est évoqué par les scribes de Sahagún, qui en donnent une version évidemment très, très précise, très documentée probablement. Les scribes décrivent une scène d'une cruauté insoutenable. Pour eux, cet événement souille le temple. Ce n'est plus le centre du monde, c'est le lieu où l'ordre sacré a été rompu par la trahison. Le temple était source de vie, et voilà qu'il devient tombeau. Donc on voit par là que euh, Mexicains et Espagnols portent deux regards sur la même ruine qui est le Templo Mayor. Le récit de Cortés nous renseigne sur, on peut dire, la fin du bâtiment, sa fonction et sa destruction, tandis que les scribes de Sahagún nous renseignent sur l'essence même du bâtiment, sa fonction cosmogonique. Eh bien, les fouilles archéologiques, je ne dirais pas qu'elles tranchent, mais enfin, elles valident la précision des informateurs de Sahagún sur la nature des offrandes, par exemple, tout en confirmant la force de tout en confirmant l'ampleur de la force destructrice qui a été décrite par Cortés. Et on peut dire que l'étude des offrandes résume cette incompréhension majeure, et en particulier l'étude des couteaux de sacrifice, l'étude donc des Tecpatl. Sahagún appelle Tecpatl le bio de sacrifice, mais en fait c'est le nom du couteau sacrificiel. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de couteaux en silex ou en obsidienne qui sont utilisés pour les sacrifices humains, et Cortés a décrit ces couteaux comme des instruments de barbarie, justifiant presque à eux seuls la destruction des temples. Cortés a décrit la virtuosité des sacrificateurs qui, en quelques secondes, extraient un cœur vivant. Donc, pour Cortés, le couteau est l'instrument du démon. C'est la preuve matérielle du besoin de conversion, on pourrait dire. Alors que pour les scribes de Sahagún, le couteau est tout autre.
il est tecpathologue, il est couteau visage, il a un visage. C'est une entité vivante. Euh, le couteau n'est pas un outil, c'est une extension du dieu Huitzilopochtli. De même que Huitzilopochtli euh, tranche le chaos pour créer la vie, de même le couteau peut trancher le corps pour extraire le principe de la vie. Alors les fouilles ont mis au jour effectivement des couteaux sacrificiels en obsidienne ou en silex, surtout en silex. Euh, des centaines de couteaux ont été découverts et l'utilisation qui est faite des couteaux dans les offrandes est très très particulière. Par exemple, si vous vous souvenez de l'offrande constituée par un faucon décoré. Le faucon décoré était déposé dans un coffre à offrande, était déposé sur un lit de couteaux sacrificiels. Donc des dizaines de couteaux et le faucon posé dessus. On a remarqué, en les étudiant de près, que les lames en obsidienne ou en silex avaient été effectivement décorées d'œils, de dents pour simuler un visage, mais que rien ne permettait de penser que la plupart des couteaux avaient été effectivement utilisés. Que donc tout permettait de penser au contraire qu'ils avaient été fabriqués comme offrandes destinées aux dieux, comme offrande en quelque sorte suprême destinée aux dieux. On voit donc une différence complète de regard entre les Espagnols et les Mexicains sur cette question. Et tout réside en fait dans la perception du temps. Pour Cortés, le Teocalli, qu'il appelle la Mesquita, c'est un monument du passé qu'il faut faire disparaître, qu'il faut raser. Parce que l'heure est à l'avenir, si l'on peut dire. Il faut construire le futur. Et donc le récit qu'il fait, c'est le récit de la substitution de la ville du futur au temple du passé. Alors que pour les scribes de Sahagún, il s'agit au contraire du centre du monde et cette, le récit de la destruction du temple, c'est le récit d'une perte. Euh, on s'efforce de sauver la mémoire, en somme, du temple qui a disparu. Parce que le temple a en effet disparu. Il a été en effet détruit. Longtemps, on a pensé que la cathédrale de Mexico avait été construite sur le temple. On comprend maintenant qu'elle a été construite sur l'aire sacrée, mais à côté du Templo Mayor, à côté du Teocalli. Cette cathédrale de Mexico, donc la plus ancienne cathédrale du continent américain, euh, est un symbole évidemment de la conquête et de la destruction de la civilisation mexicaine, puisque c'est le fleuron de la civilisation chrétienne qui vient s'implanter au cœur de la zone sacrée de la religion des anciens Mexicains. Alors, il faut se placer pour comprendre la signification de ce bâtiment après le retour des Espagnols, après la Noche Triste, donc en 1521. Il est entendu que l'on va éradiquer la civilisation ancienne et le problème est que l'on manque de matériaux de construction à Mexico pour construire une ville de type européen, pour construire une cathédrale, comme il convient de le faire. Et la décision est prise d'utiliser les pierres des bâtiments anciens, les pierres du Teocalli, en partie tout au moins, pour construire les bâtiments nouveaux. Donc, pour les Espagnols, l'utilisation, la déconstruction du Teocalli est nécessaire pour la construction de l'édifice sacré nouveau. Mais pour les Mexicains, évidemment, euh, les pierres du sanctuaire de Tlaloc ou de Huitzilopochtli vont être transportées par des indigènes asservis pour bâtir les églises des vainqueurs, et cela est ressenti par eux comme une véritable douleur physique. D'autre part, les pierres, comment sont-elles utilisées? Bon, si ce sont des pierres simplement, enfin, sans décoration particulière, on peut éventuellement les utiliser pour constituer le soubassement, pour constituer les fondations. Mais les pierres gravées, ces pierres gravées vont très fréquemment être utilisées renversées face contre terre. Elles vont être utilisées comme soubassement de colonnes, la colonne s'appuyant, écrasant en quelque sorte l'hérésie. Elles vont être utilisées également comme symbole. Prenons par exemple cette image qui nous montre la crypte de la cathédrale de Mexico, c'est-à-dire la nécropole des archevêques.
Donc, les archevêques de Mexico depuis le XVIe siècle, avec au centre le tombeau du premier archevêque de Mexico. Donc l'organisation de la crypte ne date pas du XVIe siècle, évidemment, elle est postérieure, mais on voit bien un autel, la croix, au pied de la croix, le tombeau du premier archevêque, et puis autour, dans les niches, les restes des archevêques successeurs de Juan de Zumárraga, donc premier archevêque de Mexico. Mais si l'on s'approche un petit peu pour voir le tombeau du premier archevêque, on voit qu'il est établi sur des pierres gravées venant du Théocalie et venant plutôt ici du Tzompantli peut-être. Donc on voit bien la logique de la déconstruction et la logique euh, de la réutilisation des pierres. Les fouilles ont montré que les pierres euh, mexicaines avaient très fréquemment été placées dans des espaces invisibles ou au contraire avaient été placées dans des espaces très visibles, comme ce que l'on voit là, de façon à symboliser, bien sûr, le changement là, complet de situation. La superposition, donc, peut être comprise comme une sorte d'acte politique, en fait. Cependant, les fouilles archéologiques nous montrent que cette tentative de remplacement a partiellement échoué. Parce qu'au fond, ces bâtiments nouveaux construits par les Espagnols, ce sont des bâtiments lourds, ce sont des bâtiments qui sont instables. La cathédrale de Mexico a dû être consolidée plusieurs fois, notamment dans les années 90. C'est comme ça qu'on a repéré quelques-unes des pierres venant du Teocalli. Ces bâtiments donc s'enfoncent dans un sol qui est instable et inégalement instable, et les bâtiments mis au jour, le Teocalli, sont des bâtiments d'un certain poids, bien sûr, mais sont moins lourds. Et donc, ils s'enfoncent moins. Et par conséquent, relativement, ils émergent par rapport aux bâtiments anciens de la colonisation. Le Templo Mayor, bien que rasé, en fait, continue de dicter la topographie et l'organisation de la ville, d'autant qu'on a respecté, malgré tout, l'orientation géographique euh, donc de la ville de Mexico. Les conquérants n'ont pas réorganisé la topographie, plus précisément. Et tout cela se voit bien, par exemple, à travers cette pierre du soleil. Alors, la pierre du soleil, c'est donc un monolithe très lourd aussi, enfin, comme le monolithe découvert en 1978, mais celui-là a été découvert en 1790. Sur le moment, évidemment, on n'a pas mené de fouilles archéologiques parce qu'en 1790, les techniques de fouilles ne se sont pas encore mises au point, mais on a repéré tout de suite un magnifique morceau de sculpture, et c'est donc la valeur patrimoniale qui a été repérée tout de suite. On a compris aussi que ce monolithe avait été enterré, si on peut dire, face contre terre, quand on le découvre en 1790. On comprend maintenant qu'en fait, il vient de la zone du Templo Mayor, qu'il a donc été déplacé avant d'être enterré. Mais finalement, ce monolithe a été retrouvé et maintenant, c'est la valeur patrimoniale qui a été repérée tout de suite. Et on voit ici une photographie du président Porfirio Diaz, qui est pas le fondateur du Mexique indépendant, mais enfin, on peut dire le fondateur du Mexique, qui est l'un des grands présidents mexicains de la fin du 19e siècle, et qui se fait photographier devant cette sculpture qui est considérée comme un calendrier aztèque. Aujourd'hui, bon, c'est sans doute pas faux, mais on a un peu de peine à expliquer vraiment la signification des symboles. On peut dire il y a le soleil qui est là, autour les quatre soleils précédents, parce que dans la cosmogonie des anciens Mexicains, le monde est en équilibre précaire, il faut nourrir cet équilibre, et puis parfois il y a un désordre qui intervient. Quatre mondes ont précédé celui dans lequel nous vivons, quatre soleils ont précédé le soleil que nous voyons, et ces quatre soleils donc sont représentés sur la pierre. C'est peut-être un calendrier, mais il est difficile à interpréter. Quoi qu'il en soit, c'est un beau symbole de la persistance, de la continuité qu'il y a en quelque sorte entre la Mexico Tenochtitlan du passé et la Mexico du présent. Ce qui nous amène tout naturellement à une conclusion pour l'éloge des fouilles archéologiques. Les fouilles du Templo Mayor euh, ont montré que le bâtiment n'était pas un simple monument. C'est une
C'est un oignon architectural, si on peut dire, en constante expansion. C'est c'est un centre de redistribution des richesses de l'Empire. C'est le centre de l'univers, c'est l'axe du monde. Et même sa destruction et sa réincorporation dans les bâtiments coloniaux confirment son importance. Pour les Espagnols, il fallait utiliser ces pierres-là précisément pour asseoir leur domination. Et on peut donc considérer que euh, la fouille entreprise à partir de 1978, la fouille du Templo Mayor de Mexico, cette fouille menée avec un soin tout à fait exemplaire par les archéologues mexicains, cette fouille, incontestablement, c'est l'une des découvertes majeures du XXe siècle.